Bien. Alors, avec un titre un petit peu long et compliqué, je vous emmène... Tiens, il y a un changement de police de caractère, je n'ai pas vu ça tout à l'heure. Donc, je vous emmène à la découverte d'un site extrêmement connu, en tout cas peut-être très connu dans 10 minutes, qui est le site de Kentovik. Alors, Kentovik, toute cette recherche se place dans le cadre de 2 PCR, programmes collectifs de recherche, le programme Kentovik, donc au chevet de cette cité, et un deuxième PCR qui s'appelle ArcGeol, qui là, c'est la construction de bases de données qui confrontent des informations issues de la recherche en archéologie, de travaux classiques de l'INRAP, et de la recherche plus fondamentale en paléo-environnement, issue du monde académique. Alors, Kentovik, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Kentavicus, c'est un comptoir sur la Canche. La Canche, c'est un petit fleuve côtier. Ici, nous sommes dans le Pas-de-Calais, dont l'estuaire débouche au Touquet-Paris-Plage, petite cité méconnue jusqu'au mois de juin dernier et maintenant extrêmement connue. Alors, Kentovik, à quoi ça ressemble? À ça. C'est-à-dire, pour l'instant, quelque chose de strictement invisible. Cependant, dans les sédiments, il y a quelque chose d'absolument fabuleux. On va remonter un petit peu dans le temps avec une carte. J'ai trouvé cette présentation assez intéressante. Vous avez la Grande-Bretagne en bas. Et ce qu'il faut voir, ce sont tous ces losanges bleus qui présentent donc tous les emporias, tous les sites avec échange économique, avec une puissance économique, financière très très importante. Nous sommes à la période mérovingienne et à cette époque-là, bien évidemment, Lille, la grande ville du Nord, n'existait absolument pas. Alors, pourquoi je vous dis que c'était absolument une ville extraordinaire? Parce que vous pouvez regarder ces quelques pièces et on peut y lire, alors plus ou moins facilement, Kentovik, Kentavicus, etc. Donc des pièces de monnaie frappées sous Pépin le Bref, Louis le Pieux, Charles II le Chauve. Kentovik n'est rien d'autre qu'une propriété personnelle de Charlemagne. Propriété personnelle qui a complètement disparu. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'estuaires pendant toute cette période-là, il y a un comblement sédimentaire, c'était un grand port, et forcément, nous sommes à peu près, donc on estime la position de Kentovik dans ces environnements-là, nous sommes à une dizaine de kilomètres de la mer et à peu près 1,5 km du cours actuel de la Canche. Alors quand je vous dis méconnu, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a eu des travaux d'équipes anglaises dans les années 80 qui ont à peu près défini le périmètre de la cité. Donc ça, on le connaît à peu près. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est un comptoir économique. Il y a besoin d'un port. Et ce port, on ne sait toujours pas où il est positionné. Donc je vous emmène sur un chantier de fouilles, une parcelle particulière, et on va tâcher d'utiliser nos outils pour mettre en évidence soit un sédiment naturel, côtier, soit éventuellement des installations portuaires, donc avec quelque chose d'un peu plus chahuté. Alors, sondage archéologique classique qui, au début du diagnostic, ne donnait pas de choses évidentes, et pourtant, au travers d'une tranchée, on s'est aperçu, enfin les collègues de l'INRAP, moi pas encore, sont aperçus d'une stratigraphie extrêmement intéressante, énormément de restes, et donc là tout de suite un foisonnement d'idées, peut-être le Portus se situe-t-il à l'aplomb de cette parcelle. Alors, voici un plan de masse qui vous représente toutes les différentes structures qui ont pu être observées et qui correspond à la première phase de colonisation, la première phase dans laquelle on observe des restes, phase 1 carolingienne. Je ne vous montrerai pas les autres. Pourquoi ici, ce qui m'intéresse, c'est uniquement à quel moment l'homme va s'implanter dans cet environnement et justement développer toutes les infrastructures qui permettront le développement de cette zone portuaire. Alors, en simplifiant un petit peu cette figure, je vais particulièrement m'attacher à ces zones de chenaux qui ont une orientation plutôt nord-sud sur cette parcelle, alors que le cours de la Canche est plutôt est-ouest. Et également ce chemin. Donc on se pose la question, est-ce que c'est un quai d'embarquement, débarquement? Est-ce que ces chenaux ont été réalisés de manière complètement naturelle par des divagations diverticules de la Canche ou pas? Alors voici quelques images. On voit ce chemin avec un certain nombre de structures, des petits bois ici croisés,
qui montre donc que l'homme a essayé de se déplacer sur un environnement particulièrement instable. Nous sommes sur des siltes intertidaux, donc qui pourraient correspondre un peu aux vasières intertidales que l'on connaît à l'heure actuelle, et je pense que beaucoup ici ont déjà vu ces environnements assez peu propices à un déplacement rapide et facile. Donc on essaye d'aménager cet environnement. Sur ces coupes, on voit un litage, on voit une stratigraphie extrêmement prononcée, sans doute encore mieux sur cette image-là. Donc, ce qui nous a poussé donc, à effectuer un certain nombre d'échantillonnages pour voir la succession des environnements qui se sont accumulés ici. Et l'idée, c'est qu'on a pour l'instant des œillères, et c'est de pouvoir visualiser cet environnement, le comprendre. Les outils mis à disposition sont assez variés. Alors on a entendu parler au travers de ces différents jours, là je pourrais reparler des ostracodes, quelques gastéropodes, les diatomées ici. Alors il y a plein de mots en J, en faune, en tout ce que vous voulez, donc la palynologie, malacofaune, andrologie, carpologie, anthracologie, JJJJ, etc. Et ce que je souhaite rajouter ici, donc ce sont les apports des foraminifères et des técamébiens. Alors, je vais vous les apporter, mais je vais quand même vous donner quelques informations d'autres études qui ont été réalisées. Kentovic, il y a énormément de travaux qui ont été réalisés. Je n'en présente que quelques-uns, voire histoire de planter un peu le décor. Alors, l'ichtyologie a livré 83 macrorestes. Là, moi, je suis toujours effrayé quand je vois 68 restes indéterminés, ce qui est colossal. Et le reste de ces poissons, pardonnez-moi un peu l'expression un peu rapide, correspond à une pêche plutôt locale, une consommation d'organismes plutôt côtiers. Bon, très bien, ça marche. Ensuite, la malacofaune, ici, quand on voit une telle disproportion, une telle disparité entre la proportion des coques cérastoderma édulés et le reste, c'est quelque chose qui est interprété par les spécialistes comme une consommation locale. Donc ça n'est pas du tout une population à l'équilibre. Donc en gros, on pêche, on mange et on rejette sous la forme de dépotoirs. Donc là, on a un indice d'un peuplement qui n'est pas loin, en tout cas. S'il n'est pas là, en tout cas, il n'est pas loin. C'est quelque chose que l'on peut voir également avec les graines. Donc la carpologie nous montre un certain nombre de graines de plantes cultivées à proximité. Donc ça, c'est un indice intéressant. On reste bien donc, dans ce cadre de la vie. Donc maintenant, on va tâcher d'aller un petit peu plus loin et se poser la question, est-ce qu'on est dans un environnement continental comme aujourd'hui, ou alors est-ce qu'on est franchement en milieu marin? Alors là, on va utiliser enfin nos foraminifères et nos técamébiens. Ici, c'est un modèle de distribution qui est établi à partir de la faune actuelle, de la faune moderne. Et on connaît relativement bien des espèces qui sont plutôt inféodées aux eaux marines, d'autres plutôt aux vasières intertidales, d'autres aux marais maritimes. Ça, ce sont les foraminifères. À droite, ce sont les técamébiens, qui ne sont rien d'autre que les petits cousins des foraminifères, mais qui vivent en eau douce. Alors, au passage, dans le Tamisa que l'on réalise, on trouve également une faune beaucoup plus ancienne qui n'a rien à voir avec notre histoire, qui provient du bassin versant. Mais bon, ça pourrait peut-être, ce n'est pas utilisé, ça pourrait être utilisé pour nous donner une idée du taux d'érosion, si on arrive à quantifier ce genre de choses. Donc l'apport par le bassin versant. Donc, on a un certain nombre d'échantillons dans lesquels on observe notre faune. Le code couleur ici, tout ce qui est bleu représente une faune qui va avoir une affinité plutôt marine, et tout ce qui va être donc en bleu ciel, c'est une zone de vasière. En vert, ici, c'est le bas marais maritime, et en jaune, le haut marais maritime. Et là, on ne voit pas de técamébiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'est absolument pas en milieu continental comme aujourd'hui. À l'époque, cette parcelle est située dans une zone. Alors là, vous voyez, donc des foraminifères plutôt côtiers, donc dans cette zone de transition. Alors on va pouvoir aller un petit peu plus loin quand même dans l'interprétation. Si je regarde les échantillons les plus bas, ce sont ceux qui sont à gauche ici, on voit une proportion des espèces marines qui va décroître avec la hauteur. Donc en gros, qu'est-ce que ça va nous indiquer? C'est plutôt, l'idée, c'est une stabilisation de l'environnement. Donc
ça va tout à fait dans le cadre stratigraphique global de ces estuaires, une accumulation de sédiments, une stabilisation de l'environnement, mais si je le compare à des échantillons actuels, quelque chose qui est complètement naturel. Donc pas de sédiment qui a été perturbé, secoué par une infrastructure particulière, des travaux qui auraient pu remélanger des faunes plus anciennes. Donc une sédimentation classique, normale. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir conclure de tout ça? Eh bien, c'est que nous sommes dans un environnement qui se stabilise, dans la logique de la transgression flandrienne, et on ne connaît toujours pas la position du Portus. Voilà, donc affaire à suivre. Je remets ici deux, trois conclusions. Donc mes técamébiens ici ne servent pas, sauf à dire qu'on n'est pas dans un environnement d'eau douce. Et globalement, ce site-là se situe dans un environnement à tendance shore-slick. Et on imagine la population locale habitant un petit peu derrière, se déplaçant dans cette vasière, s'aidant d'un certain nombre de structures pour aller pêcher, manger, s'alimenter. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Quelques kilomètres un peu plus au sud, il n'y aurait pas des cibles, parce qu'il y a le plus beau département de France juste en dessous. Qu'est-ce que tu entends par cible? Il y a toute la côte aussi, jusqu'à la baie de Somme, où il y a pas mal de travaux archéologiques dans mon souvenir, avec peut-être des ports anciens. Oui, alors effectivement, et c'est justement tout l'objectif du programme ArcGéol, c'est de pouvoir élargir tous ces travaux de confrontation de multiples outils, aussi bien les outils classiques, ce que je disais en introduction, archéo et paléo-environnement, que l'on regroupe là-dedans. Et donc notre terrain d'étude s'échelonne, c'était cette carte, je la remets très rapidement. Ça veut bien revenir. Voilà, c'est notre périmètre de chasse dans ce programme, et donc on inclut également la Somme. Une autre petite question ? Non. Alors moi j'aimerais juste savoir, est-ce qu'on a une idée du temps que ça a pris? Alors, tu dis que c'est progressif, le comblement de ces chenals. Est-ce que tu as des données chronologiques? Alors là, pour la chronologie, alors déjà la datation, on a une date C14 qui nous met cette zone-là au milieu du 8e siècle. Il y a eu de la dendrochronologie, mais là pareil, ça nous donne un point uniquement précis. Pour ce qui est de l'accumulation, du taux d'accumulation, etc., je ne vais pouvoir proposer que un modèle actualiste en regardant ce qui se passe à l'heure actuelle. Et alors là, c'est là où ça devient un peu problématique, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des sédiments qui sont plus des tidalites, que l'on observe également dans cette période-là, donc avec une accumulation relativement simple, mais on est situé également dans une zone qui possède parmi les plus fortes marées au monde, avec un marnage de l'ordre de 9 mètres, plus des tempêtes régulières, et ce qui fait que cette accumulation peut régulièrement repartir complètement. Donc, ma réponse est, je ne sais pas exactement en combien de temps ça a pu s'accumuler. Là, donc, le mètre, un petit peu plus d'un mètre qui a été étudié en hauteur, c'est quelque chose qui a pu s'accumuler en 50, 80 ans, c'est ce que l'on observe dans la Canche à l'heure actuelle, mais qui peut complètement redisparaître en l'espace de 24 heures. Mais en tout cas, il n'y a aucune idée d'hiatus dans cette période-là, donc on va dire moins de 100 ans, ça c'est certain. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la présentation d'Anaël Simoneau.